Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Un brin de légèreté. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir notre première invitée qui est Bénédicte. Elle est diététicienne et coach sportif et j'ai eu à cœur de l'interviewer parce que justement, elle m'a été d'une grande aide pour justement apporter la légèreté dans ma vie. Alors Bénédicte, bienvenue. Merci beaucoup à toi. Alors déjà, avant de parler de ton métier, est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu en dehors de ton travail? Je me suis posé la question parce que je me demandais qui je suis en dehors de mon métier. C'est vrai que j'ai la chance de pouvoir faire un métier passion. Du coup, en dehors de mon métier, je dirais que je suis une personne qui essaye au maximum de sourire, de profiter des choses simples de la vie, que ce soit aussi bien du soleil ou de la pluie, qui est parmi nous malheureusement aujourd'hui. Mais ouais, voilà, j'essaye de profiter au maximum des petites choses. J'adore manger, j'adore faire du sport. Je fais des choses qui me font du bien au quotidien. Donc voilà. Alors déjà, je te reconnais bien là dans l'idée de sourire beaucoup parce qu'effectivement, donc on se côtoie quand même régulièrement. Mm, Effectivement, je vois que tu souris beaucoup. Et alors, tu aimes manger, ça c'est quand même quelque chose d'assez ouais. drôle parce que sur ton compte Instagram, on te voit manger tout le temps, alors que justement, tu es diététicienne. Donc Ouais. voilà, c'est assez amusant et c'est là que tu vas nous montrer qu'on peut aimer manger et bien manger et c'est pas incompatible. Du Exactement. coup, justement, est-ce que tu peux nous présenter ton métier, en quoi ça consiste et comment tu apportes de la légèreté à tes clients? Oui. Alors du coup, effectivement, je suis diététicienne, je suis coach sportive aussi. En tant que diète, justement, j'essaie de casser un peu ce rôle d'alimentation stricte, équilibrée, dans le sens, il faut que j'ai mon assiette tout le temps parfaite. En fait, on doit sortir de la perfection, clairement. On a qu'une vie et on est là pour en profiter aussi, pour se faire plaisir avec ce qu'on mange. Et donc c'est ça, en fait, apporter de la légèreté avec enlever des codes, des règles qui parfois sont inutiles ou gâchent la vie à mes patientes ou parfois à nous-mêmes aussi, de par la société. Donc c'est un peu tout ça que j'essaye de casser. OK. Du coup, tu peux juste aller un peu plus loin dans ce que c'est qu'être diététicienne Oui. et peut-être aussi faire la nuance entre c'est quoi une diététicienne et une nutritionniste. Oui, alors, diététicien, on a 2 ans d'études. Maintenant, même le diplôme est monté à 3 ans parce qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup plus de choses à savoir. Donc, c'est intéressant de se former en continu. Et du coup, la différence diététicien, donc c'est 2 à 3 ans d'études. Nutritionniste, en fait, ça va un peu tout et rien dire, entre guillemets. Quelqu'un qui se dit nutritionniste, il faut voir ce qu'il y a devant. Est-ce qu'il y a des études de médecin? On peut très bien être médecin nutritionniste. Est-ce qu'il y a des études justement de diététicien? Mais on est diététicien nutritionniste. Et à côté, en fait, nutritionniste, en général, on peut faire un petit diplôme de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. En fait, tout dépend ce qu'on fait et l'intérêt qu'on a là-dessus. Donc voilà, nutritionniste, c'est pas forcément un terme, en tout cas, de santé et de soins qui OK, prouve qu'il y a un diplôme derrière. d'accord. Et du coup, toi, ton travail, bah, c'est d'aider du coup les gens à rééquilibrer leur alimentation. C'est ça, Mm. voilà, rééquilibrer leur alimentation et ça va même plus loin en fait. C'est ça ce qui est intéressant, c'est que la nutrition c'est une part, mais en fait en tant qu'équilibre, on peut équilibrer en fait plein de choses dans la vie. Je trouvais des activités, des choses qui nous font du bien, aller retrouver aussi des choses avec du loisir et mettre le focus ailleurs que juste le poids, l'apparence physique, l'alimentation aussi. OK. Du coup, qu'est-ce qui te différencie des autres? Alors personnellement, je le sais puisque j'ai eu le plaisir d'être accompagnée par toi et j'ai été assez frappée finalement par ta manière de faire, puisque au premier rendez-vous, tu m'avais demandé pendant une semaine de noter ce que je mangeais et tu n'as absolument pas jugé ce que j'avais mangé. Et ça, j'ai trouvé ça game changer en fait. Donc voilà, quelle est ton approche? Pourquoi toi plutôt qu'une autre? Mais c'est exactement ça en fait. Le but, c'est pas d'être de moi venir avec mes connaissances de diète et d'équilibre alimentaire et vous dire bah ça c'est pas bien, ça c'est bien. En fait, c'est pas comme ça que ça va fonctionner pour vous parce que mon point de vue va être très différent de vous, de vos valeurs, de vos centres d'intérêt, de ce que vous aimez aussi. Donc vraiment l'idée en fait, c'est de d'accompagner et de m'adapter en fait par rapport à la personne que j'ai en face de moi. Certaines personnes vont avoir besoin d'un cadre au départ, peut-être d'un plan alimentaire. D'autres personnes ont besoin d'un peu plus justement d'apprendre à lâcher prise. Et donc je vais essayer au maximum avec ce que je peux, avec euh, notre relation aussi, parce qu'on va créer une relation ensemble avec les patients de pouvoir aller chercher en fait ce qui impacte et ce qui est intéressant pour la personne. Donc je dirais du coup pourquoi moi par rapport à une autre, j'essaie de m'adapter au maximum. En fait, c'est notre rôle aussi de vous accompagner. Donc d'adapter, de changer en fait euh, mon accompagnement par rapport à la personne. Donc plan alimentaire, pas plan alimentaire, ce sera jamais strict. L'idée c'est toujours d'ajouter de la nuance, de la flexibilité, jamais dans le jugement, effectivement. Parce que ce que vous faites, en fait, on a tous une vie, on a tous parfois pas le temps et du coup, on prend la première chose qu'on trouve dans le frigo. Donc, c'est OK, c'est normal.
Euh, voilà, je sais pas ce que je peux rajouter de plus, mais effectivement, c'est ça, sans jugement, dans la bienveillance au maximum. Et vraiment, c'est ça, mon but, c'est d'être là pour vous et pas d'être celle qui vous dit quoi faire. Parce que je sais que comme ça marchera jamais. Vous allez le faire parce que vous voulez me rendre des comptes, entre guillemets. Mais en fait, une fois qu'on arrête de se voir, bah, vous allez tout arrêter. C'est exactement ça, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Mais justement, quelle est ton approche pour que justement on arrive à reprendre le contrôle avec toi et comparer justement à d'autres nutritionnistes ou diététiciennes, parce que j'ai fait plusieurs suivis, où justement on me faisait un plan alimentaire bas carré, on me dit mange ça, pas ça, etc. Voilà, comment tu arrives toi à faire changer les gens? Ah, c'est tout un apprentissage. Du coup, en fait, c'est retrouver un peu des compétences comme on a quand on est enfant, réapprendre à s'écouter, à se questionner aussi, savoir, ben voilà, là tout de suite, est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai juste envie de manger? Est-ce que c'est parce que je sais que dans mon placard, j'ai telle ou telle chose? Donc, vraiment réussir à se questionner, en fait, faire des choix en pleine conscience, ce qu'on appelle. Donc, vraiment se dire, bah, là, en fait, tout de suite, est-ce que je vais prendre soin de moi en mangeant, je ne sais pas, mon repas équilibré comme on l'entend avec mon assiette de protéines, de féculents, de légumes, ou à l'inverse, est-ce que je vais me prendre soin de moi en prenant cette part de gâteau parce que vraiment elle me fait envie et puis ça va me faire du bien émotionnellement. Donc clairement, en fait, c'est réapprendre à se connaître, à réapprendre ou apprendre aussi, parce que certaines personnes ici parfois sont tellement déconnectées malheureusement de leurs sensations alimentaires et de soi-même, hein, parce que la vie du quotidien aussi nous montre que ben, on a tous une vie chargée. Donc voilà, essayer de reprendre conscience un peu de qui on est, ce qu'on aime, ce qu'on a besoin aussi, et se reconnecter ouais, à notre corps. Ok, merci. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'alimentation, enfin, quand on va dans les supermarchés, on a des rayons, des rayons, des rayons Mmh. de sucre, de chocolat, de chips, etc. Donc, c'est dur finalement de se reconnecter à ses émotions et à ce qu'on a vraiment besoin, en fait, finalement, pour notre corps. Tout à fait. Et c'est pour ça, ça s'apprend pas malheureusement du jour au lendemain. En fait, on le perd un petit peu, hein. Je pense que si on prend l'image d'un enfant, d'un bébé, ben en fait, lui sait déjà aussi, il a que le lait comme aliment au départ, mais il sait se réguler, il sait bah, crier ou pleurer quand il a faim, il sait s'arrêter quand bah, il a assez mangé. Et en fait, c'est un peu ça, ce qu'on réapprend à faire. Et effectivement, on vit dans un monde aussi aujourd'hui, ben, on a une facilité d'accès finalement à l'alimentation et un peu tout ce qu'on veut, quand on veut aussi, la plupart du temps. Et c'est pour ça qu'il faut aussi se reconnecter finalement à nos valeurs et voir est-ce qu'aujourd'hui je prends soin plutôt de ma santé physique en me disant ben, peut-être que je vais réduire, manger moins de sucre aujourd'hui, ou est-ce que justement en fait, je suis stressée, je sais que la seule chose qui va me faire du bien c'est le chocolat, et ben, je mange le chocolat, mais je l'apprécie et derrière je suis OK avec le fait d'avoir mangé le chocolat. Du coup, tu parles des enfants qui connaissent aussi Mm. leurs sensations. Bah, c'est vrai aussi qu'aujourd'hui, on nous apprend à terminer notre assiette, à finir nos repas et tout. C'est pas forcément une bonne idée. Non, malheureusement, ouais, c'est ça. Parce que du coup, bah, en fait, on les force un peu à manger alors qu'en fait, eux-mêmes avaient conscience finalement dans leur corps que ben, ça suffisait, leurs besoins étaient atteints, ils avaient mangé ouais, ce dont ils avaient besoin. Et donc, en fait, à vouloir forcer ou leur dire, ben, il faut que tu vides ton assiette, sinon tu n'auras pas de dessert. Peut-être que l'enfant, en fait, avait fini de manger ben, justement son apport qu'il avait dans son assiette, mais avait envie de manger soit un dessert. Par dessert, j'entends aussi bien un produit laitier, un yaourt, qu'un fruit, qu'un gâteau, par exemple. Ok. Et moi, je vais faire l'avocat du diable. Et si maintenant, on n'a que envie de manger du sucre, des frites, des fast-foods, etc., comment on fait? Ouais, c'est pareil. En fait, on parle d'enfants, hein, tout un apprentissage qui est fait soit par les parents, soit par l'école aussi, avec un accès à une alimentation qui va être variée. Et en fait, ça s'apprend aussi un peu à tout âge. C'est parfois plus difficile, mais comme un enfant, en fait, il faut présenter souvent plusieurs fois les aliments pour pouvoir réussir à les apprécier à nouveau et sous différentes formes. Donc, soit on n'a qu'une envie de sucré, de frites, de chocolat, je sais plus tous les aliments que tu m'as cités, mais un peu dans le sens-là. Et du coup, c'est une envie, savoir un peu pourquoi est-ce qu'elle est là. Est-ce que au quotidien, ben, c'est le stress qui fait qu'on a envie de manger ça? Est-ce qu'il y a des émotions qu'on n'arrive pas à gérer et on a envie de se ruer bah, vers des aliments qui sont très appétants? Est-ce qu'on ne mange pas suffisamment lors des repas principaux qu'on se fait et d'où bah, notre besoin énergétique qui est augmenté, donc notre corps nous réclame en fait plus de graisse, plus de sucre? Ou à l'inverse, est-ce que c'est parce qu'on apprécie que ces aliments-là, effectivement, on aime un peu moins bah, les légumes, les fruits? Et là, ça va être tout un réapprentissage à faire pour réintégrer ces aliments-là au quotidien. Il va falloir se forcer quand même un petit peu à mieux Voilà, manger. c'est ça. Et encore une fois, ça dépend des valeurs. Parce que si c'est le médecin qui vous pousse et qui vous dit, ou votre entourage qui vous dit, bah, il faudrait manger plus de légumes, le il faut va vous dire, ouais, mais j'ai pas envie. C'est à la personne aussi d'être,
comment on dit, OK et qui est prête, voilà, être prête vraiment à se dire, ben, en fait, j'ai envie de changer mes habitudes, j'ai envie de prendre soin de moi, de ma santé, et on est parti. C'est effectivement justement par rapport à ça qu'on a travaillé ensemble, hein, toutes les deux, puisqu'on a fait un suivi sur Ouais. quelques mois, où justement tu nous apprends vraiment à réécouter nos sensations et voilà, en fait, si tu ne vas pas juste conseiller sur l'alimentation, tu as vraiment un travail finalement de développement Mm. personnel presque et de Mm. rééquilibrage des sensations. Ouais, c'est tout à fait ça. Oui, j'essaie vraiment au maximum d'être ben, un peu comme on appelle un suivi 360, en fait, aborder pas que la nutrition, parce que la nutrition, c'est déjà vital, c'est sûr, mais il y a tout ce qui entoure l'alimentation et le moment du repas qui fait qu'on va aller plutôt vers tel ou tel aliment. Donc effectivement, il y a tout l'ensemble de développement personnel, effectivement, apprendre à connaître la personne et savoir ben, quelles sont ses valeurs et le pourquoi est-ce qu'elle va choisir plutôt tel ou tel aliment, qui est important aussi. Alors du coup, qui doit venir te voir? Quand est-ce qu'on doit se dire, OK, aujourd'hui j'ai besoin d'un suivi, bah, je vais faire appel à Bénédicte. Je fais partie de celles qui disent la santé, la nutrition, oui, tout le monde sait s'alimenter un minimum parce que bah, ça fait partie de notre besoin vital, donc encore heureux qu'on sache manger aussi. Mais je pense qu'en fait aujourd'hui presque tout le monde devrait aller voir au moins un diététicien dans sa vie, peut-être plusieurs fois, par exemple sous une consultation par an ou des choses comme ça, pour toujours revoir, il y a toujours des choses à apprendre. Que ce soit en nutrition. Après, effectivement, aujourd'hui, en fait, je pense que dès que on sent que l'alimentation prend un peu trop de place dans notre vie et trop de questionnements de mince, est-ce qu'il faut que je mange plutôt ça ou plutôt ça en termes de salade, si par exemple, effectivement, je veux réguler et puis gérer mon poids. Souvent, j'entends par gérer mon poids, ben, vouloir perdre du poids. Quand le poids devient souvent une obsession et qu'on pense à notre balance et puis se demande tiens quel poids est-ce que j'ai perdu, est-ce que j'ai pris du poids. Voilà, quand ça devient un peu une obsession, c'est intéressant et important d'aller voir un ou une diététicienne et voir parfois plus loin aussi hein, par rapport à l'image corporelle qui prend trop de place. Aller entamer aussi, pourquoi pas, un suivi psychologique aussi, qui est intéressant parce que le mental fait partie aussi de toute cette santé, finalement. C'est vrai qu'une des choses aussi que tu m'as apprises pendant le suivi, c'était bah, d'accepter son corps, parce que tant qu'on est en guerre avec son corps, finalement, on n'arrivera pas à avancer, quoi. À lâcher prise, en fait. C'est ça, c'est ça. Il faut déjà accepter en fait aujourd'hui, là tout de suite en fait, on est comme ça et apprendre, on va pas dire on va se s'adorer et se kiffer dans le miroir et puis s'aimer à 100%, c'est pas forcément le but, mais déjà accepter de bah aujourd'hui en fait tout ce que j'ai fait dans ma vie m'a amené ou tout ce qui s'est passé aussi, attention, parce que c'est pas que des choses qu'on a fait, hein, il y a plein de choses qui font que bah, on se retrouve à aujourd'hui, au jour au présent, à être dans telle ou telle situation aussi. Et donc, c'est déjà accepté. Là, aujourd'hui, c'est comme ça. Qu'est-ce que je peux faire comme plus petit pas? Moi, je parle beaucoup de ça. Je pense que tu l'as aussi entendu. Quel est le plus petit pas, en fait, la plus petite action que je peux faire aujourd'hui, peut-être ce matin quand je me réveille ou le soir quand je me couche, me dire, demain, qu'est-ce que je fais pour prendre soin de moi? C'est vrai que tu parles beaucoup de ça, de prendre soin de Mhm. soi, et finalement, ça passe par l'alimentation, mais aussi par d'autres petites choses. Et Mhm. c'est ce que j'ai ressenti aussi. Ben, plus on prend soin de soi, et finalement, plus on a envie de bien manger, parce que C'est ça va ça. ensemble. Exactement, c'est ça. Voilà. Et c'est pour ça qu'encore une fois, c'est pas à moi de dire il faut, parce que vous aurez envie vous-même, en fait, petit à petit, de dire, ben ouais, je vais prendre soin de moi, donc peut-être que je vais rajouter des légumes, peut-être que je vais rajouter des fruits. Et c'est ça aussi. On évite de supprimer, mais toujours aller dans l'ajout de choses qui nous font du bien. Et du coup, le sport dans tout ça. Oui, je suis, bah, forcément, en plus, je suis coach sportive, mais le sport fait partie intégrante de ma vie. Je ne me vois pas arrêter le sport. Et par sport ou par activité physique, en fait, l'important, c'est de faire, encore une fois, quelque chose qui vous plaît. Par sport ou activité physique, le plus important, c'est de bouger. Donc, au quotidien, essayer d'aller marcher, de faire un maximum de choses à pied dans la mesure du possible. Mais effectivement, il y a la santé en fait passe par l'activité physique. On sait aujourd'hui que la sédentarité peut être un vrai fléau malheureusement pour notre société aussi, avec nos travails qui sont de plus en plus en position assise. Donc voilà, essayer de bouger un petit peu et c'est pas obligé de faire une séance tous les jours de 1 heure 30 en fait, 10-20 minutes par jour déjà sont déjà très bien. Et par 10-20 minutes, j'entends par exemple de la marche. Euh, Ça peut être des séances, hein, vidéo, des choses comme ça qui sont intéressantes à ajouter. Ok. Et du coup, si on a des TCA, des troubles alimentaires vraiment un peu plus poussés, est-ce qu'on peut aussi venir te voir? Oui, effectivement. Souvent, en fait, pour des troubles des conduites alimentaires, alors tout dépend ce qu'on a comme trouble alimentaire. Normalement, déjà, hein, la seule personne qui peut diagnostiquer ça, ça va être le médecin. Nous, on n'est pas habilité à diagnostiquer, en tout cas, un trouble alimentaire. Mais effectivement,
Aujourd'hui, on en a plein. On peut parler de boulimie, d'hyperphagie, d'anorexie aussi alimentaire, enfin d'anorexie mentale plutôt. Et souvent, en fait, là, un suivi va être important aussi avec ce qu'on appelle pluridisciplinaire, effectivement, avec un médecin, un diététicien, mais aussi un psychologue derrière, puisque le mental fait, la santé mentale, du coup, est importante aussi à réguler de ce côté-là. Ok. Et du coup, est-ce que tu as un changement d'un patient, quelque chose, un patient qui t'a marqué sur son évolution? Tu as une histoire à nous raconter? Oui, ben moi ce que j'apprécie toujours, c'est effectivement les personnes viennent souvent me voir avec un objectif, c'est je veux perdre 10 kilos, je veux perdre 15 kilos, je veux perdre 5 kilos, peu importe, mais avec un objectif de perte de poids. Et au fur et à mesure des consultations, ben, petit à petit, on se rend compte en fait avec les patients qui mettent tellement d'autres choses en place autour, qu'ils améliorent leur quotidien, leur santé, qui répondent aussi à leurs valeurs. Comme je disais, certaines personnes euh, comprennent l'intérêt et ont envie de bouger plus, mais ne savent pas quoi faire et ils sont tellement un peu obnubilés par leur poids qu'ils se disent il faut absolument que je fasse quelque chose qui soit super cardio, qui me permette vraiment de perdre du poids, que finalement ils prennent aucun plaisir. Donc en fait, c'est réapprendre déjà à trouver quelque chose qui leur fait plaisir. Et donc, une de mes patientes aussi qui est venue me voir et qui me disait au départ, ben voilà, moi j'ai un objectif, je veux perdre 30 kilos, donc actuellement en obésité et qui, petit à petit, ben, on met plein de choses en place autour de son alimentation, autour de l'activité physique aussi. Elle reprend confiance en elle, reprend confiance dans le sport, elle diminue son stress. Et finalement, tout son mode de vie, en fait, s'améliore par rapport à ce qu'elle avait et son point de départ, en tout cas. Et au fur et à mesure, elle me dit, bah, en fait, je suis super contente parce que oui, mon poids, il diminue, mais en fait, c'est plus ma priorité. Là, en fait, c'est un peu comme si c'était la cerise sur le gâteau. Et je dis, bah, ça, c'est génial parce qu'en fait, c'est ce qui va lui permettre, en fait, d'être, d'avoir des habitudes qui sont durables et qui vont durer dans le temps. Ok, bah c'est effectivement aussi ce que mon expérience, je peux donner mon expérience aussi, c'est que moi je suis venue vraiment avec une envie de perte Mm. de poids et une addiction au chocolat finalement. Et là, ça fait 1 mois et demi, presque deux, que je n'ai pas fait de craquage sur le chocolat. Ouais. C'est-à-dire que j'en ai vraiment mangé quand j'ai décidé, quand j'en avais envie. Et souvent, je me suis retrouvée, par exemple, je suis allée manger des crêpes. Il y avait des crêpes en dessert, évidemment. Donc je me suis dit, je vais manger une crêpe. Et au final, après le repas, j'ai juste comme tu me l'as appris, réfléchis, est-ce que j'ai vraiment envie de cette crêpe? Et je me rendais compte que j'avais déjà suffisamment mangé et j'en ai pas prise. Et sans frustration, sans rien. Et voilà, j'ai vraiment changé mon rapport au chocolat alimentation. Et c'est vraiment voilà, super positif parce qu'en plus, effectivement, je me sens même mieux parce que je mange mieux. Donc physiquement, en termes d'énergie, etc., je me sens mieux. Donc voilà, tu as changé beaucoup de choses dans ma vie. Merci beaucoup, ça me fait super plaisir d'entendre ça. J'adore de toute façon avoir vos retours à chaque fois et de voir que bah, voilà, c'est durable dans le temps et que vous continuez à avancer en fait. Moi, je vous donne les clés, les pistes et après, c'est à vous de faire votre chemin aussi et me donner des nouvelles. Et c'est effectivement ce qui change beaucoup de d'autres suivis que j'ai pu Ouais. faire, hein. Après, je suis sûre qu'il y a plein d'autres nutritionnistes, diététiciennes qui ont la même démarche que toi. Mais c'est vrai que quand on nous donne simplement un plan alimentaire à suivre, ça va un moment, mais après, on ne sait pas pourquoi on le fait, on ne comprend pas, on ne le fait pas de notre propre chef. Du coup, c'est plus compliqué à tenir dans la durée, quoi. Vaut mieux réapprendre à manger que suivre bêtement un plan, quoi. C'est ça, mais tout à fait, parce que c'est pas adapté. Ça reste du général et puis malheureusement, c'est pas. Même certaines personnes en fait vont rajouter et dire bah vous aimez bien le chocolat, ok, je vous l'intègre dans votre quotidien, mais le but en fait c'est petit à petit d'apporter vous-même en fait cette flexibilité, cette nuance et puis vous écoutez en fait si j'ai envie aujourd'hui de manger je sais pas moi une pizza ou manger la crêpe par exemple, bah, je vais manger une crêpe et puis ça reste ok parce que ça reste dans mon équilibre aussi. Super. Est-ce que tu as des idées reçues sur l'alimentation que tu aimerais bien déconstruire? Il y en a beaucoup. En plus, Oui. on entend tellement de choses sur les réseaux sociaux que voilà, dis-nous Ouais. tout. Qu'est-ce que j'ai les choses les plus importantes qui viennent encore? C'est de plus en plus là l'idée de il faut absolument manger salé le matin et ou pareil, bah, déjà le petit déjeuner est le plus important de la journée. Bah oui et non, pas forcément. Effectivement, c'est intéressant d'un point de vue purement équilibre énergétique et presque scientifique, j'ai envie de dire, de prendre un petit déjeuner parce qu'effectivement, on n'a rien mangé toute la nuit. Notre corps, il a quand même eu besoin d'énergie pour fonctionner pendant notre sommeil. Mais si on ressent pas la faim et qu'on se force à manger le matin, ça va plus être contre-productif qu'autre chose. Donc le petit déjeuner n'est pas forcément le repas le plus important de la journée. Ça, c'est une chose. Et ensuite, comme ça, je termine sur le salé aussi. En fait, l'idée du petit déjeuner salé, c'est que c'est plus simple à apporter
c'est plus simple d'apporter des protéines en prenant un petit déjeuner salé. Mais si on préfère le sucré, on peut tout aussi bien équilibrer un petit déjeuner sucré en ajoutant de la protéine via les produits laitiers, par exemple, un yaourt, un fromage blanc, un lait. Donc voilà, vous pouvez manger très bien sucré et équilibré ou salé aussi en fonction de vos envies, voire ne rien manger sur le petit déjeuner. Pourquoi pas vous emporter une collation avec vous dans la matinée si vous ressentez que vous avez faim et que vous arrivez sur le repas de midi toujours avec une grosse faim. N'hésitez pas à emporter justement quelque chose pour la matinée. Ça peut être encore. Je vais pas en donner trop parce que sinon je pense que je vais plus m'arrêter. Mais encore une autre idée reçue en fait, c'est pas parce qu'on est adulte qu'on doit faire 3 repas ou 2 repas par jour en fait. Intégrer des collations, ça peut être très bénéfique parce qu'on va pas arriver sur le repas avec une grosse faim et ce qu'on appelle nous dans notre jargon un peu de l'impulsivité alimentaire. Et du coup arriver sur le repas, je pense que ça vous est tous déjà arrivé un soir à attendre le repas où on est invité dans de la famille et puis on arrive sur ce repas, on a tellement faim que du coup en fait on se jette sur l'apéro et on grignote tellement de choses qu'en fait on arrive sur le repas principal, on n'a plus faim, mais comme on est invité, on se dit il faut quand même que je mange, il faut quand même, sinon ils vont penser que c'est pas bon, donc je vais manger et après ils ramènent encore le dessert, on se dit mince, c'est telle personne qui a fait le dessert, elle l'a fait maison, donc il faut aussi que je goûte, etc. etc. Donc manger parfois une collation dans l'après-midi, même si on a ce repas de prévu, ça permet de mieux gérer puis mieux réguler notre faim et notre appétit sur le repas du soir et peut-être ne pas se ruer justement sur l'apéritif et se dire que bah voilà, je vais manger ce qui me fait envie à l'apéritif et essayer de me dire bah voilà, je sais qu'après je vais avoir envie de profiter du repas, peut-être aussi du dessert et donc je régule un peu la quantité que je peux manger. Très bon conseil. Voilà. Merci. Et j'en ai un autre, ne pas manger des glucides le soir. On Ouais, entend beaucoup ça. celle-ci. Ouais. Ouais. Et alors qu'en fait, c'est tout le contraire. Alors, effectivement, manger un repas très volumineux le soir, vous l'avez tous déjà ressenti. Je pense souvent il y a des difficultés derrière pour s'endormir parce que on se sent lourd, on a trop mangé. Donc c'est pour ça qu'on était parti du principe avec ce conseil de dire il faut réduire un petit peu ce qu'on mange le soir. Mais ça va être plus en termes de quantité, ça va être plus en termes de ressenti aussi et en termes de rythme quotidien. Pour donner mon exemple, par exemple, moi je suis à la maison à 21h30, donc je mange à les 21h30, je vais me coucher 1h30 après, mais pourtant moi j'ai faim le soir quand je rentre, donc je vais manger malheureusement une grosse plâtrée, je n'ai aucun souci pour m'endormir derrière, et du coup ça me convient et je mange ma grande quantité de plats avec des féculents. Et effectivement, en fait, les féculents sont intéressants c'est intéressant d'apporter des féculents, du moins le soir, parce qu'ils vont nous permettre en fait de mieux réguler notre endormissement grâce à différentes molécules qu'ils contiennent pour pouvoir appeler un peu, alors je vais vulgariser, mais en gros dire que les hormones du sommeil vont pouvoir venir se mettre en place et nous aider à mieux dormir derrière. Donc les féculents sont intéressants le soir. Ok, merci. Euh, du coup, si quelqu'un encore hésite à franchir le pas par rapport à venir te consulter, qu'est-ce que tu lui dirais? Euh, Qu'elle doit se sentir prête déjà, ça c'est sûr et certain. Mais après, si elle hésite, c'est savoir pourquoi. Qu'est-ce qui l'a fait hésiter. Mais vraiment, en fait, parfois, on va plus perdre du temps à écouter tel ou tel conseil qui ne sont pas du tout personnalisés, qu'on trouve à la télévision, sur les réseaux sociaux, sur des magazines, peu importe. Donc, ce sera toujours plus intéressant de venir nous voir. On n'est pas obligé de partir directement sur un suivi sur du long terme. Parfois, juste une séance permet d'apprendre à mieux savoir comment gérer par rapport à une problématique. On peut déjà avoir des conseils lors d'une seule séance. Donc voilà, se dire qu'il n'y a pas de besoin tout de suite de se dire, mince, il me faudra 5, 6, 10 séances. Non, on peut déjà très bien venir une première fois, faire un point, faire un bilan et voir ensuite les besoins par rapport à la personne. Ok. Alors derrière ce métier, il y a aussi une expérience personnelle. Donc raconte-nous un peu ton parcours, comment tu en es arrivé là. Alors, c'est un parcours qui va pas faire rêver, entre guillemets. Je suis sortie du bac, je ne savais pas du tout quoi faire. J'ai regardé un peu, je sais même plus comment ça s'appelait, les post-bac. Je regardais ce qu'il y avait, j'ai vu un DUT diététique et je me suis dit, ah tiens, j'ai toujours aimé manger, du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je me suis dit, mais pourquoi pas, ça peut être super intéressant d'enrichir mes connaissances là-dessus. Et je suis partie, du coup, pour 2 ans pour un DUT diététique que j'ai adoré. On a eu beaucoup de connaissances, beaucoup de règles aussi, encore une fois, alimentaires, hein, de par ce cursus scolaire très scientifique.
Et, euh, du coup, au départ, je suis plutôt allée vers du collectif. Moi, donc je travaillais dans la restauration collective. C'est moi un peu qui faisais les menus dans les restaurants scolaires, dans les restaurants d'entreprise, dans les maisons de retraite, etc. Et petit à petit, bah, je voyais effectivement que les personnes me posaient des questions de plus en plus personnelles aussi par rapport à l'alimentation, qu'elles avaient peur de beaucoup de choses aussi et peur parfois de certains aliments. Et je me suis dit, mais en fait, non, pour moi, c'est tellement naturel de manger en fait ce dont j'ai envie, de prendre soin de moi, bah, aussi bien ce que je disais physiquement, de par des aliments nutritifs qui sont intéressants pour ma santé, mais aussi mentalement en m'écoutant et en me disant, mais en fait, si j'ai envie d'un burger, je mange ce burger et puis je me fais plaisir. Et si j'ai envie d'une glace encore derrière, je mange une glace et ça reste OK pour moi. Il n'y a pas de difficulté en fait avec mon alimentation. Et c'est là que je me suis dit, mais si moi j'y arrive, en fait, les autres personnes peuvent y arriver et ça devrait presque être naturel. Donc je vais essayer et les aider à faire en sorte que ça devienne naturel et qu'elles ne se posent plus de questions par rapport à l'alimentation et juste si elles ont envie de ça, qu'elles le prennent, qu'elles mangent, qu'elles le dégustent, qu'elles le savourent et qu'elles soient contentes par la suite d'avoir mangé ça et de s'être écoutées. Donc voilà un petit peu mon parcours du coup. Bah, à côté, forcément, on sort avec mon bagage scientifique, donc aussi avec mes règles et mes idées reçues sur l'alimentation. Donc j'essaye aussi petit à petit de lâcher prise par rapport à tout ça et de continuer à me former sur ce qu'on appelle les thérapies d'engagement, sur du passage à l'action aussi, puisque c'est bien beau de se dire j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. Le but c'est ok, comment est-ce qu'on passe à l'action, comment est-ce qu'on le met en place. Donc voilà, et comment est-ce qu'on arrive finalement à se détacher un peu de toutes ces règles, lâcher prise et réussir à manger de manière plus naturelle et sans prise de tête. Ok. Je reviens juste sur l'alimentation collective, enfin les restaurations collectives. Oui, Comment tu gérais ça? Parce que moi, en entreprise, je me suis retrouvée avec à côté de moi une petite femme de, je sais pas, 1,50 m et de l'autre côté, j'avais un homme de 2 mètres. Et en ouais. fait, on leur servait la même chose dans l'assiette alors que c'est pas cohérent. Comment tu gérais ce genre de Effectivement. choses? Ouais. Normalement, c'est du coup aux personnes, aux chefs cuisiniers ou aux cuisiniers qui, quand ils vont servir les plats, de réadapter, hein. Normalement, ils ont ce rôle-là aussi parce que il y a des quantités qui sont gérées, qui sont mises par personne. Les personnes, les cuisiniers en tout cas, normalement savent gérer, se dire, bah voilà, si j'ai tant de couverts de prévu pour le restaurant ce midi, et ben, je vais prévoir tant de quantité en féculents, en légumes, en protéines, etc. Et après, normalement, c'est à eux sur l'assiette aussi de ne pas hésiter à gérer, réajuster le, la quantité qu'ils vont servir dans l'assiette. Oui, parce que c'est vrai que finalement, dans les restaurants, on nous sert la même chose exactement. Alors que justement, là aussi, on nous a appris, bah, nous les femmes, on a besoin de moins finalement que les hommes parce que là, on est plus souvent petites, etc. Mais on nous apprend à finir l'assiette et c'est comme ça qu'après, bah, on prend un peu de poids, quoi. C'est Donc ça. apprendre à s'écouter et ne pas s'en vouloir si on ne finit pas son assiette. C'est ça, ouais, parce que cette règle de bah non, ça va jeter, ça va être gâché, oui, mais en fait, notre corps n'est pas une poubelle non plus. J'aime bien cette expression, mais c'est vrai en fait. Malheureusement, oui, moi aussi la première, hein, j'ai cette conscience écologique et me dire, bah mince, j'ai pas envie de jeter ce qu'on m'a mis dans l'assiette, mais effectivement, si c'est pas de notre ressort, ben qu'on le mange nous ou que ça aille à la poubelle, ça revient entre guillemets au même. Au final, ça va être gâché parce que nous, on n'en avait pas besoin. Euh, Pas hésiter peut-être dans ce cas-là à essayer de demander. Alors je sais que toujours en fonction du temps et des personnes qui y a derrière nous, mais pas hésiter à dire aussi au cuisinier, à la personne qui vous sert, ben, un peu moins parce que moi ça me suffit ou comme ça d'autres personnes aussi pourront avoir un peu plus s'il en reste encore. Merci. Du coup, sur ton chemin entrepreneurial, qu'est-ce qui a été le plus beau selon toi? Ce qui a été le plus beau dans mon chemin entrepreneurial, c'est presque plus en fait les rencontres avec les personnes parce que autant dans mon quotidien personnel, j'ai du mal à aller vers les personnes, autant dans mon quotidien du coup professionnel, mais j'adore échanger avec mes patients, ben, apprendre qui elles sont, leur parcours de vie et ben, les aider. Donc c'est vraiment en fait pouvoir aller vers cette individuelle et aller rencontrer les personnes au quotidien, mes patientes, et pouvoir découvrir qui elles sont et comme dit, comment est-ce que je peux les aider. Je pense que c'est ça la plus belle chose dans mon entrepreneuriat, c'est de me dire que je fais quelque chose qui me plaît. J'aide des personnes à aller mieux, mentalement, physiquement aussi, à les voir s'épanouir hein, au fil des rendez-vous. Donc je pense que c'est ça la plus belle chose. Et le plus dur?
Le plus dur, bah justement, c'est que même si je ne suis pas la personne la plus sociable, être seule quand même au quotidien, c'est pas le plus évident. Moi, j'ai la chance aussi et le choix aussi de travailler aussi à côté en salariat, donc ce qui me permet quand même de continuer à avoir du monde, d'avoir des collègues aussi. Mais effectivement, je pense que le fait d'être seule au quotidien, de se faire découvrir, de bah, forcément pouvoir en vivre pleinement. C'est pas forcément le plus évident, donc je pense que c'est ça le plus difficile, apprendre à nous faire connaître et puis à faire en sorte qu'on nous fasse confiance et d'être seul parfois au quotidien. Alors ça tombe parfait avec la transition de la Ah, question suivante. Justement, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on est toutes, tous sur les réseaux sociaux ouais. et on voit beaucoup de success stories, d'entrepreneurs qui sont partis de rien, qui réussissent, etc. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Euh, Moi, j'ai fait le choix, moi j'ai besoin de sécurité, moi personnellement. Donc c'est pour ça que moi je suis en salariat et à côté je travaille. En libéral en tant que diététicien, je pense que les personnes qui font des success stories, souvent en fait, on fait des raccourcis nous-mêmes, hein, parce qu'on les voit aujourd'hui, pareil, à leur instant T, la vidéo qu'on a vue, mais en fait, ça fait peut-être déjà 5 ans, 6 ans, 10 ans qu'ils travaillent derrière, parce que normalement, ça nécessite du travail. Je pense que c'est difficile aujourd'hui d'arriver tout frais sur le marché, peu importe notre métier, mais en tant qu'auto-entrepreneur, et tout exploser et dire, waouh, ben c'est bon, en fait, le mois prochain, j'en vis. Je peux vivre de mon activité en tant qu'auto-entrepreneur. Donc je pense que les success stories qu'on voit, les personnes montrent les vidéos aujourd'hui, mais en vrai, je pense qu'il y a un gros travail qui a été fait et beaucoup de sacrifices aussi qui ont été faits des années en avant, voire pardon, même si c'est plus court, mais je pense qu'ils travaillent, on est plus que du 35 heures semaine, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, je pense que ça fait du bien aussi parce que ça montre que c'est possible. Après, il faut pas rester dans l'illusion. Enfin, c'est des sacrifices et il faut travailler pour réussir, pour pouvoir vivre en fait de notre passion et de ce qu'on aime faire. Du coup, ça revient un peu par rapport Mm. au corps finalement. C'est qu'on nous montre toujours des corps parfaits, etc. Et là, on nous Ouais. parle aussi de business parfaits qui réussissent. Mm. C'est effectivement motivant parce que ça nous donne des objectifs, Ouais. mais il faut pas se laisser avoir non plus dans ça va être facile et C'est c'est ça. Mm. C'est ça, on ne sait pas, peu importe que ce soit un corps, effectivement, un avant-après d'un corps ou un avant-après d'un business, d'une success story, encore une fois. Euh, on ne sait pas les sacrifices qu'il y a derrière, on ne sait pas mentalement comment va la personne parce que à travers les réseaux sociaux, on peut faire croire beaucoup de choses aussi. Et derrière, on ne sait pas si est-ce qu'il y a eu un épuisement, est-ce qu'au contraire, la personne, tout va bien, est-ce qu'elle a une aide extérieure aussi, je ne sais pas, peut-être financière, peut-être professionnelle, de parents, d'une famille, d'amis, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent venir à s'ajouter et dont on n'a pas connaissance en fait à travers juste une vidéo, à travers une success story comme ça. alors justement, pardon. Tu es sur Instagram et moi, Mhm. j'admire ton travail sur Instagram. Tu fais des vidéos super inspirantes, tu te filmes, etc. Quel est ton rapport à ton image? J'avais entendu justement quelqu'un qui disait, en vrai, si on le fait tous, si on se prend en photo juste avec notre téléphone, on se regarde pendant 10, 20, 30 secondes, une minute, on va tous se trouver des défauts. Donc moi, la première, déjà, personne n'est symétrique, donc tout le temps quand je me regarde, comme ça vous allez voir l'un de mes gros défauts, je me regarde, je vois à chaque fois que j'ai un œil plus petit que l'autre. À chaque fois, je reste focus là-dessus. Mais j'essaye encore une fois d'accepter, de me dire, bah, je peux rien y faire, c'est comme ça, donc bah, on va essayer de passer au-dessus. Et effectivement, j'avoue que je ne regarde pas mes vidéos 3, 4 fois, hein. Je filme, je poste, et puis, et puis on verra bien ce que ça donne. Donc voilà, c'est vrai que j'ai une image peut-être, enfin, en tout cas, je suis assez détachée de mon image, je pense. Et c'est comme tout le monde, j'essaie de me mettre un minimum en valeur, forcément, hein. Là, je me suis appréciée, j'ai les cheveux propres, je suis un petit peu maquillée. J'aurais plus de mal à venir voilà, démaquiller, les cheveux attachés en sortant du lit, par exemple. Donc voilà, c'est s'apprêter et faire en sorte que même si on ne s'apprécie pas, ben, on peut quand même euh, essayer en tout cas de faire en sorte de s'aimer un petit peu plus et d'apprécier un peu plus notre image, avec des vêtements, avec une coiffure, avec un maquillage, des lunettes, un accessoire, peu importe. Donc voilà ce que j'essaye de faire pour accepter un peu plus mon image au quotidien. Donc pour toi, quand même, pour réussir dans l'entrepreneuriat, l'image, enfin être sur Instagram, sur les réseaux sociaux, c'est important. Oui, quand même.
Parce que les personnes, en fait, alors, c'est pas le plus simple hein, de se montrer soi-même qui on est avec authenticité, mais les personnes, c'est ce que me dit aujourd'hui, elles viennent vers nous parce que pour qui on est, justement. Pas que pour ce qu'on propose, même si ça fait partie aussi du package, entre guillemets, mais les personnes viennent vers nous parce que elles ont vu telle chose qui leur parlait, parce que tel message, telle chose peut-être dans notre personnalité aussi. Donc je pense que oui, oui, c'est super important aujourd'hui, notre image. Ok, merci beaucoup. Alors, quel conseil pardon. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat aujourd'hui? D'y aller, de foncer. Non, en fait, il faut forcément, moi la première, je pense c'est pour ça que c'est intéressant en fait, parce que du coup, tu as différents positionnements par rapport aux personnes. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de sécurité et d'être sûr de moi. Donc peut-être se poser. Moi, je suis de la team, je fais mon trait, je mets plus, je mets moins, j'y vais pas, qu'est-ce qui pèse dans la balance, et aussi savoir pourquoi est-ce que c'est important pour soi. Euh, et ensuite, ben, malheureusement, c'est foncer. Foncer, y aller. Pour moi aussi, il n'y a rien de plus beau, hein, parce que c'est un peu la consécration aussi de voir que ça plaît, que les personnes sont attirées par ce qu'on propose, de pouvoir changer des vies aussi. Et je pense pour tout entrepreneuriat, hein, tout ce qu'on propose, que ce soit de l'accompagnement, que ce soit de la photo comme ce que tu fais, même des produits qu'on peut vendre, euh, tout peut changer la vie de quelqu'un. Même le plus petit produit, bah, la personne, si elle en avait besoin, c'est que ça va lui faciliter la vie. Donc, si on a une idée, c'est que ça vaut certainement le coup. Après, c'est sûr qu'il faut s'accrocher, mais je pense que ça vaut vraiment le coup. Merci pour ce joli message. Si tu devais offrir un livre à un ami, lequel ce serait? Alors, ça dépend si c'est la diététicienne ou la, ou la Tu béné peux en qui donner va. deux. Je peux en donner deux. Je dirais, en plus, oui, si je dis pas de bêtises, tu l'avais acheté, le livre Un rien peut tout changer. Je trouve qu'il est super intéressant à lire et ça me permet de mettre en place bah, voilà, des petites choses. Et c'est ça vraiment, en fait, ce que prône le livre, c'est mettre des petites actions en place et donne vraiment des astuces et des tips dans ton quotidien, en fait, comment est-ce que tu peux ajouter telle ou telle chose. C'est pas un livre qui se lit d'une traite, hein, c'est un livre on lit la page et puis on met tout de suite en place derrière et on voit ce que ça donne et on cherche bah, justement en fait à réajuster en fait en fonction de comment on arrive à le tenir ou pas dans la durée, donc la nouvelle habitude qu'on veut mettre en place. Donc ce livre-là, super intéressant, je pense que le conseillerais à tout le monde, hein, peu importe qu'il y ait des problématiques avec l'alimentation, avec le sport ou pas, mais juste dans son quotidien, si on a envie de changer et d'améliorer sa vie, je pense qu'il est super intéressant. Et du coup, en tant que diète, j'ai le livre Je fais la paix avec mon poids. Je dis pas de bêtises, je regarde à droite. Ouais. Je fais la paix avec mon poids de Florian Safer. Donc c'est un livre justement qui montre qu'il y a d'autres choses dans la vie que juste notre poids, juste notre apparence. Et en fait, il montre déjà un super cheminement. Donc encore une fois, si on n'a pas forcément les moyens, si on n'a pas envie ou qu'on n'est pas prêt là tout de suite à s'investir avec un diététicien, avec un professionnel de santé, mais qu'on a des problématiques, qu'on est très focus sur son poids, on peut démarrer déjà par un livre comme celui-ci. L'important, c'est comme un rien peut tout changer, c'est de mettre en place et pas tout lire d'un coup, c'est lire une partie, que ce soit un chapitre qui nous intéresse, et puis mettre en place derrière pour voir ce que ça donne, comment on réajuste et adapter en fait au final en fonction de nos besoins. Donc voilà, les deux livres-là qui sont sur ma table de chevet, presque comme ça, je pioche, je regarde. Il y a beaucoup d'exercices que j'utilise aussi bah, pour travailler avec mes patients et que je mets moi-même en place au quotidien. Merci. Et pour terminer, quel conseil tu donnerais, quel conseil ou petite habitude tu donnerais aux personnes qui nous écoutent pour apporter un peu de légèreté dans leur vie? Je dirais s'écouter, s'écouter, lâcher prise, non, et puis ralentir. Presque ça commence déjà par ça, en fait. Ralentir, prendre le temps, en fait, dans sa journée de se poser, hein. On n'a pas besoin de se poser 20 minutes, mais déjà juste se poser 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, et se dire, OK, là, tout de suite, comment est-ce que je vais prendre le temps de respirer et un peu de s'analyser finalement et de se dire, bah, est-ce que émotionnellement tout va bien? De quoi j'ai envie? Ça peut être juste, j'ai envie de boire un verre d'eau parce que finalement je me rends compte que j'ai soif, peut-être que je suis raide parce que je suis assise, donc peut-être que je vais enrouler un peu mes épaules, bouger un peu la nuque, voilà, mais ralentir et puis
faire quelque chose là tout de suite qui fait nous faire du bien. Et pas quelque chose qu'on a besoin dans la soirée, mais ce que je vous dis. Là tout de suite, j'ai soif, ben, je vais me faire un verre d'eau, je sens une petite raideur dans les épaules, j'enroule les épaules. Donc, voilà. Merci beaucoup pour cet échange, Bénédicte. Merci à toi pour l'invitation. Est-ce que tu as encore une dernière chose à dire ou tu as dit tout ce que tu souhaitais partager avec nous? Non, je pense qu'on a déjà dit beaucoup, beaucoup. Forcément, j'adorerais parler encore, je pense, des heures et des heures de l'alimentation. Mais je pense qu'on a déjà fait le tour, des questions super intéressantes. J'espère que tout ce que j'ai dit va pouvoir aider certaines personnes et sont intéressantes aussi pour vous. Donc voilà, mais encore une fois, merci beaucoup d'avoir pensé à moi du coup pour cet épisode. Avec grand plaisir. Et si les gens veulent te retrouver, ils peuvent aller où? Ils peuvent aller du coup sur mon compte Insta, donc c'est béné-diète-du-bas sur Instagram, du coup, comme tu disais, où je partage en story un peu mon quotidien. J'essaie d'être de plus en plus présente et puis ensuite sur du contenu. Et pas hésiter à échanger hein, avec moi en message privé sur Instagram. J'adore vous répondre. Ça marche, je mettrai tout ça dans la description. Ça marche. Eh bien, merci beaucoup et je te souhaite une excellente journée. Merci beaucoup, très bonne journée à toi aussi.